Nous sommes aujourd'hui le 11 août et j'ai pensé que suite à la visite virtuelle assez complète faite il y a 15 jours, on pourrait faire une sorte de droite suite, jeter un coup d'œil sur les évolutions intervenues depuis. Comme vous le constatez, j'ai un outil de jardinage paresseux beaucoup moins sophistiqué que dans les vidéos précédentes. C'est parce qu'on va aller beaucoup plus vite et pratiquer par quelques flashs. Je ne sais pas s'il était à l'image la dernière fois, mais ce concombre n'a cessé de se développer. Vous avez ici plein de fruits qui n'ont pas encore été récoltés, il y en a d'autres ici. Et donc là, comme je le sous-entendais, tout est rentré dans l'ordre pour ce pied. Deuxième plan, vous avez un autre pied qui, de la même façon, est en train d'envahir tout l'espace avec des concombres que vous pouvez voir ici. On a commencé à ramasser les premiers choux cabus, mangés en salade. C'est un plat que j'aime particulièrement. Petite remarque sur la façon de le récolter. Depuis un an ou deux, je n'arrache pas la racine, je ne découpe pas la racine au ras du sol, mais les premières feuilles, je les laisse en place et je coupe, à vrai dire, la pomme. Ces feuilles continuent donc de fonctionner et ce reste de chou, on va dire, se comporte un peu comme un engrais vert en continuant d'alimenter la rhizosphère, donc cette association entre les racines et les organismes du sol. Parfois, sous ces feuilles se cachent quelques limaces. Et vous connaissez ma théorie, si on ne veut pas avoir trop de limaces, il faut avoir quelques limaces pour que les animaux qui se nourrissent de limaces restent présents dans ou à proximité du jardin. Donc ça peut servir à ça aussi. Je nettoie les pommes sur place et laisse donc les feuilles non intéressantes en cuisine, en couverture, donc en biomasse, pour nourrir les organismes du sol. Bon, les autres choux se développent aussi, ici les choux frisés. Comme prévu, trop de salade, elles montent en graines, donc je vais en laisser quelques-unes, toujours pour les mêmes raisons. Pour l'instant, c'est de la biomasse qui est produite, et puis je récolterai moi-même mes graines. Et puis bien sûr, quelques mauvaises herbes dont on a appris qu'elles ne sont pas si mauvaises, ici un laitron, qui va donc servir de nourriture. Les céleris, là au premier plan, se développent pas mal, de même que les poireaux sur la droite. J'avais poussé un cri du cœur, brocoli, 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 ben voilà. En plus, j'ai été absent, on est absent. Et donc, pas mal de brocolis sont maintenant trop avancés et commencent à fleurir. On en a bien entendu récolté une certaine quantité. Et là aussi, même technique, on récolte sur place la partie utile, le reste reste en place. J'ai oublié de le dire sur le chou cabou tout à l'heure, mais il n'est pas rare qu'il va se former ici des ramifications. Là sur le brocoli, c'est garanti. Vous allez avoir de nouveau des petites pommes qui sont déjà en train d'apparaître ici. Dès lors que ceci a été enlevé, ça repart sur les bourgeons axillaires. Même sur les choux cabus, de temps en temps, j'ai des petits choux qui se forment ainsi. Les oignons ici commencent au terme un peu de leur croissance. Ils sont en train de, les feuilles sont en train de fléchir et il sera bientôt temps de les récolter. Je les mets un peu en évidence là pour que vous voyez la taille par rapport à ma main. Moins spectaculaire que l'an dernier, évidemment. Mais néanmoins, pour des oignons juste piqués dans du foin, c'est tout à fait appréciable. Les échalotes, là, il est plus que temps. Je vais aussi mettre ma main pour que vous ayez l'échelle. Donc, même technique. Planter directement dans le foin. Je vais essayer de l'arracher. Non, ça ne va pas. Ils sont trop enracinés. Mais voilà,
si j'en oublie pas la moitié, la récolte que j'aurais déjà dû faire et que je vais faire le plus vite possible. Ici, j'ai déjà récolté une rangée d'échalotes et comme du coup j'avais des petits trous, j'en ai profité pour mettre des haricots en poquet qui sont en train de venir. S'il n'y a pas d'arrivée précoce du froid, ils vont encore produire. S'il y a des gelées le 15 septembre, ce sera raté parce que le haricot est très sensible au froid. Alors en ces périodes de Jeux Olympiques, je ne résiste pas à la tentation de vous présenter le plus petit chou-fleur du monde. Il est ici, je vais mettre ma main pour que vous ayez une idée de l'échelle. Donc voilà, dans cette partie que j'avais détaillée au niveau du BRF, ce chou-fleur qui n'a pas bronché d'un millimètre, si de quelques centimètres on va dire, et qui s'est mis à paumer dans son état lamentable. C'est du jamais vu. Bon, vous avez aussi le bonjour de mes amis les ratopiers qui sont en train de débouler ici. Hein, là, vous avez une belle ligne qui se continue là-bas. Et donc, il va falloir que je m'occupe de calmer un tout petit peu leurs ardeurs. Au passage, un des poivrons qui n'a pas... pardon, ce n'est pas un poivron, c'est une aubergine, qui n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière fois. Peut-être que parce qu'il s'est fait manger les racines. Voilà donc le poivron, ce n'est toujours pas un géant, mais donc la floraison a commencé et puis la production des premiers fruits. Rien de spectaculaire, mais on pourra peut-être quand même, en cette année spéciale, manger quelques poivrons. Bon, l'aubergine, là, c'est plus prometteur puisque la production vient de commencer. Hein, donc là, la première qu'on va pouvoir récolter, il y en a d'autres en attente. Donc là, disons, cela se rattrape un tout petit peu. La vue générale, hein, donc d'autres aubergines se sont bien retapées. Les choux de Bruxelles au dernier plan continuent leur développement en bordure de cette parcelle, hein, à la limite entre le foin et l'allée enherbée. Il faudra arracher quelques liserons qui sont en train de les utiliser comme des tuteurs. Je me mets à côté de ce premier plan, non pas pour être absolument à l'image, mais simplement pour que vous puissiez évaluer la taille. Hein. Donc là, la formation des petits choux vient de commencer. Du côté des tomates, ici les tomates cerises, la production a commencé. Hein. On voit ici que quelques-unes sont mûres ou en voie de l'être. Mais on voit aussi très bien que l'attaque de mildiou est arrivée donc. Et je ne pense pas que cette année, ça va aller très loin cette affaire. De leur côté, les potirons, potimarrons, j'oublie toujours la différence, sont en train d'envahir la Seine. Et on peut voir que les perspectives de production sont tout à fait excellentes. Encore ici, ou celle-là. Et évidemment, je ne serais pas égal à moi-même si je ne rappelais qu'on est là sur ce qui était encore une prairie au mois de mars et qu'évidemment, aucun travail du sol n'a été fait, pas même la grelinette selon la formule consacrée. Alors une chose tout à fait curieuse, hein, c'est que au fur et à mesure où cette courgette avance, il se forme des racines qui vont plonger dans le foin. Là j'ai soulevé, donc je l'ai arraché, et vont aller chercher la nourriture à l'interface entre le foin et la terre, là où le foin se décompose. Je vais essayer de ne pas bouger pour que ça se voit à l'image. Dans les autres pieds de tomates,
Il y en a qui sont relativement peu attaqués, mais le sont quand même. D'autres sont bien attaqués et ne vont pas faire long feu. La patate douce de son côté court. Je ne sais pas si ce sont les limaces qui font les trous ou si c'est un autre ravageur. Quelques trous dans les feuilles, mais bon, ce n'est pas affolant. Une vue générale sur les framboisiers qui continuent leur développement, qui devraient être tutorés, enfin très exactement, je devrais tendre des fils pour les retenir un peu, même donc se planter dans les feuilles de noyer produisent maintenant, comme on peut le voir ici, je dirais presque en masse, et ont une taille qui s'est nettement développée. Quand on prend par exemple celui-là, s'il est droit, il a à peu près ma taille. Chou-fleur ici qui complètent les asperges ont eux aussi maintenant atteint un développement tout à fait intéressant. Ils n'ont pas encore commencé à paumer, mais ça peut se produire beaucoup plus tard. Je pense qu'ils vont encore nettement se développer avant de produire leurs pommes. Les céleris raves continuent leur développement, mais comme les ratopiers adorent ça, il va falloir que je sois un tout petit peu vigilant à ce qui se passe dans le sol. Au deuxième plan, le fenouil, comme pour l'ail, la moitié à peu près des plants sont en train de monter en graines. Les haricots sont en pleine production. Si j'écoutais ma femme qui me dit mais fais donc quelque chose au lieu de passer ton temps à faire des vidéos, je les ramasserai de toute urgence. Ici une variété, on va dire naine, assez classique. Ici une variété naine un peu plus curieuse qui fleurit en hauteur, ce qui est censé faciliter la récolte. Ceci dit, il faut quand même se pencher et chercher un peu en dessous pour trouver les haricots. La culture associée de carottes avec une levée donc très irrégulière et puis quelques dégâts de limaces, associée donc en interrant à des oignons. Donc les oignons devraient être récoltés si je ne veux pas que des moisissures s'installent. Donc là encore, urgence à récolter. Je rappelle qu'ils ont été plantés simplement à travers le foin. Et des carottes qui, ma foi, celles qui sont là, ne sont pas si mal que ça. J'insiste un tout petit peu quand même sur les carottes, puisque c'est une des plantes dont tout le monde s'accorde à dire qu'il faut très bien préparer le terrain, etc. Sinon, on ne récolte pas de carottes. Et donc, on me pose régulièrement la question, mais pour les carottes, comment est-ce que tu fais ? Ben, je fais comme pour tout le reste. Donc, dans ce terrain jamais travaillé, recouvert d'une fine couche de BRF à l'automne, couche qui s'est révélée insuffisante. On a passé une couche de foin dans laquelle, donc, en un terrain très large d'environ 50, on a planté les oignons qui sont là. Et on a ensuite semé, sans aucun travail du sol, dans un sillon ouvert au milieu de tout ça, ces carottes. Alors je vais vous en arracher une, c'est dommage, mais bon, elles sont de toute façon trop denses ici, pour que vous voyez que cette histoire n'est pas qu'une pure fantaisie. Voilà, une carotte qui est en train de se former. Alors elle est légèrement tordue, bien sûr. Je ne sais pas si commercialement il y a une norme sur la courbure des carottes, mais elle va se développer et sera tout à fait délicieuse. Donc les carottes comme les autres plantes, l'histoire comme quoi il faut se fatiguer à finement préparer le sol,
n'est, à mon sens, pas du tout fondée. Ici, du thym qui s'est très bien installé. Hein. C'était des plants préparés en godet. Et là, des semis plus ou moins bien réussis, betteraves rouges qui là aussi mériteraient d'être récoltées, navets, des radis qui sont devenus trop grands, et encore des choux de Bruxelles et je crois des choux-fleurs que je vais transplanter dès la prochaine fenêtre météo. Le melon qui déborde de ce châssis, dont les feuilles sont encore saines, sans traitement, même si des premières traces ici de milieu sans doute, ce n'est pas de l'oïdium, commencent à apparaître. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on récoltera quelques melons. On en voit un beau ici qui commence à mûrir, d'autres qui sont en train de se développer, ici ou là, ou là-bas. Donc je pense qu'on aura des melons. Je rappelle que là aussi, hein, on est sur un châssis posé directement sur la prairie, recouvert simplement de foin. Je n'ai rien travaillé du tout. Alors ici donc les anciens framboisiers qui me dépassent maintenant, qui sont en pleine production puisqu'on est en variété remontante. Et ce matin, j'ai ramassé à peu près un demi-seau, hein, comme le seau de fraises que je vous ai montré, de framboises. Et puis à l'instant, on en retrouve encore qui sont mûres, qui ont mûri depuis ce matin, vu que la température est un peu remontée. Voilà, ici. Ceci dit, un de ces quatre, je donne rendez-vous au motard pour vous parler de la mouche Suzuki. Nous sommes aujourd'hui le 13 août 2016 et si je pose devant cette voiture, ce n'est pas pour faire de la pub pour ma magnifique voiture au GPL, mais pour vous faire observer quelque chose qui expliquera énormément les déconvenues que nous avons connues avec le mildiou cette année. Il est 10h30. En cette belle journée du 13 août, il va faire super beau. Et vous voyez que ici, à l'ombre de la forêt qui est derrière moi, sur cette voiture, encore partout, vous avez des traces de rosée, donc de condensation. Bon, c'est peut-être un peu plus difficile à voir, mais les taches de gravier sombre sont celles qui sont à l'ombre et qui sont encore mouillées par ces condensations. Et quand on observe donc ici des ronces, mais la végétation au ras du sol, on est juste derrière la voiture, là à l'ombre. On voit que donc à 10h30, il y a toujours d'énormes gouttes de rosée sur le feuillage à 10-15 cm du sol. C'est ce phénomène-là qui va expliquer le mildiou d'une façon incontrôlée, ou plutôt le développement du mildiou d'une façon incontrôlée. Des gouttelettes d'eau, une température suffisante sont les deux conditions qui doivent être réunies pour que le mildiou se développe. Ici encore, cette feuille de ronce qui dégouline. Donc, c'est à la fois l'ombre, végétation dense et des conditions météorologiques particulières. Nous sortons de 3 jours de temps gris, mais presque
sans pluie, il a bruiné un tout petit peu. Et par contre, cette nuit était très très fraîche. On a relevé des 8-9 degrés ce matin. Donc ces conditions-là ont provoqué ces condensations, et ces condensations sont les conditions idéales pour que le mildiou se développe. Alors ici au jardin, nous sommes maintenant au soleil. Cela a un tout petit peu séché, mais au niveau de ce bouquet de tomates, qui sont en fait des plants qui n'ont pas été replantés et qui ont traîné ici dans ce châssis, la densité de végétation et ces condensations, cette humidité ont conduit à une explosion du mildiou en l'absence de traitement, et donc là, dégâts total, irréversible de cette culture. Le même sort a été réservé donc à cette parcelle de tomates située ici à l'ouest de mes framboisiers, et dont le bas est encore là vers 10h30 plongé à l'ombre portée de ces framboisiers. Même cause, même conséquence, mort totale de mes tomates. En revanche, ici dans cette deuxième parcelle qui est exposée au soleil dès qu'il dépasse la petite montagne derrière moi, il y a bien des attaques de mildiou, mais c'est beaucoup moins extrême. Il y a des différences entre les variétés, il y a là tout un mélange. Donc certains pieds sont sensibles, d'autres le sont beaucoup moins. On peut voir là au fond un pied qui est encore tout à fait correct, presque du haut jusqu'au bas. En revanche, celui-ci est relativement atteint, même si le haut est encore sain. Alors je vais évidemment noter un peu cette sensibilité au mildiou, et pour pas que mon jugement ne soit influencé par ce que je pense, les semences modernes ou les semences anciennes se comporteraient mieux. Tout cela est anonymé, chaque pied a un numéro, et j'ai dans un fichier Excel la relation entre ce numéro et la variété. Que ce soit, donc il y a des semences achetées, il y a des hybrides, il y a des semences produites, il y a des variétés anciennes, tout cela joyeusement mélangé et repéré par ce numéro. Donc je vais mettre des petites croix, une croix quand c'est pas sensible, 2 croix quand c'est un peu sensible, 3 croix, etc. Et puis à la fin du jugement, je ferai la liaison avec les variétés en question.